La table qui est organisée par la Fédération nationale du négoce. Antoine, si tu veux bien nous dire deux mots sur cette fédération. Eh bien, tout d'abord, merci aux participants et en priorité aux députés d'Yves et aux sénateurs du Plomb. On sait que les sujets agricoles et notamment la séparation conseil-vente sont des sujets qui vous tiennent à cœur. Ça tombe bien, nous aussi. Et c'est un gros sujet d'actualité. Donc, on vous propose de faire un point d'étape aujourd'hui. Quelques mots sur la fédération. Donc, la FNA, c'est la Fédération des entreprises de négoce agricole. Nous ressemblons 300 entreprises, essentiellement des entreprises familiales implantées au cœur des territoires, donc des entreprises à taille humaine, responsables de 10 000 emplois. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des adhérents de la FNA, c'est 9 milliards d'euros. Et nous assurons 40% des approvisionnements auprès du monde agricole et 30% de la collecte de céréales. Les deux missions principales d'une entreprise de négoce, c'est d'une part de fournir tous les moyens de production aux agriculteurs, que ce soit des éleveurs, des céréaliers, des horticulteurs, des pépiniéristes, des arboriculteurs. Nous sommes pleinement engagés dans la transition agroécologique pour fournir tous les moyens qui sont nécessaires, en respectant bien évidemment l'environnement d'un côté, mais aussi avec un objectif de compétitivité et de pérennité de nos entreprises. Faut-il le rappeler, nous sommes aussi à l'origine de l'agrément des distributeurs pour montrer aussi que nous sommes engagés dans cette responsabilité de produire plus, mais surtout de produire mieux. Le deuxième métier de nos entreprises, c'est la collecte de grains, la collecte des céréales et des oléoprotéagineux que nous stockons et que nous commercialisons auprès des industriels de première transformation. Entendez par là les meuniers, les semouliers, les fabricants d'aliments du bétail, pour ne citer que quelques-uns. Pour résumer, nous sommes le décodeur entre les industriels qui produisent l'alimentation et le monde agricole au niveau de la production. Et nous sommes également la courroie de transmission entre les moyens de production qui nous sont proposés par les fabricants d'engrais, par les semenciers, par les fabricants de produits phytosanitaires ou de biocontrôle, et cette courroie de transmission entre ces entreprises-là et le monde agricole. Et depuis quelques années, il y a un sujet qui nous préoccupe et qui nous occupe aussi beaucoup, c'est ce sujet de la séparation du conseil et de la vente, pour lequel nous allons faire un point aujourd'hui. Merci Antoine. Effectivement, donc un sujet ô combien d'actualité, tu le disais. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. Ça a été au cœur des discussions, même au moment de suite aux différents mouvements qu'il y a eu en France. Donc avec un certain nombre d'annonces qui ont été faites, d'abord par le Premier ministre, la mise en pause du plan Écophyto, puis la reprise du travail de la semaine dernière du fameux COS, la commission qui travaille sur ces questions d'écophyto. Ensuite, les propos du président de la République cette semaine, donc notamment sur le sujet qui nous préoccupe de la séparation du conseil et de la vente. Donc, on a besoin d'y voir clair, on a besoin de faire le point. Alors, il y a eu aussi un certain nombre de groupes de travail qui ont été faits quelques mois auparavant, qui ont fait le bilan. Il y a eu le groupe de travail avec Stéphane Travert et Dominique Potier. Il y a eu la commission d'enquête sur Écophyto avec Frédéric Descrozaille et Dominique Potier également, je crois. Donc on a besoin de voir où on en est et de connaître un petit peu l'état et la situation de cette question. Donc je vais demander à Olivier Bidault, membre du bureau et président de la commission agrofourniture de FNA, et accessoirement aussi président du groupe ICIPA, de nous dire où on en est. Je vais refaire un peu l'histoire dans le sens où la première audition parlementaire a été faite en juin 2023, qui avait conclu que la séparation conseil-vente était tout sauf une bonne idée. Et de là avait été commandité un rapport au CGER pour faire un état des lieux sur justement cette séparation conseil-vente, sur laquelle le compte-rendu avait été aussi intraitable pour dire que c'était également pas vraiment une bonne idée. De là a été remis en place une mission parlementaire qui a eu en octobre 2023
qui avait conclu à peu près sur les mêmes critères, avec quelques aménagements sur lesquels la distribution devait appliquer certains critères. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un nombre de personnes importantes, que ce soit des opérationnels ou des politiques, pour dire qu'il faudrait que ça évolue, dans le sens où c'est un problème pratique, dans le sens où on n'a pas suffisamment de personnes pour faire du conseil. Ça commence déjà par là. Et la deuxième chose, c'est que, comme disait Antoine tout à l'heure, on est vraiment une courroie de transmission entre l'agriculteur et l'industriel, et on ne voit pas comment on pourrait perdre disons, ce conseil sur les années à venir. Voilà, on en est aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les propos du président de fin de semaine dernière n'ont rien arrangé, puisqu'il reste figé sur sa position, comme quoi la séparation conseil-vente doit rester en place, considérant que le vendeur, puisqu'on est considéré comme des vendeurs, qu'on soit négociant ou coopérative, ne peut pas être le conseilleur. On ne peut pas être jugé parti. On y reviendra. Merci. Par contre, ce qui est le plus important aussi, les acteurs qui, entre guillemets, agissent, subissent peut-être même ce dispositif, c'est les acteurs de terrain. Donc, on va demander justement dans la situation où se trouvent les conseillers face à une demande des agriculteurs qui reste de plus en plus complexe. Donc, c'est de voir un petit peu comment ils réagissent, quelles sont leurs demandes. Est-ce que depuis l'application de la loi, les demandes des agriculteurs changent? Et nous avons la chance d'avoir Claire Schiappini, responsable technique chez Racine SAP du groupe Perret, de nous dire un petit peu comment elle ressent les choses, comment vous adaptez et surtout comment on pourra évoluer par rapport à ce qui va être mis en place dans les semaines qui viennent. Merci. Alors, il y a plusieurs points. J'ai essayé de lister pour pas tout oublier parce qu'on a pas mal de remontées sur le terrain par rapport à ça. Déjà, quand il y a eu le passage de la loi donc, sur la séparation de la vente et du conseil, il a fallu informer nos clients agriculteurs qui, jusqu'à présent, faisaient appel à nous. Il a fallu les informer sur la mise en place de ce fameux conseil stratégique. Aujourd'hui, en fait, donc, ils sont confrontés pour ceux qui le doivent, ils sont confrontés à mettre en place ce conseil. Mais en fait, comme l'a expliqué Olivier auparavant, déjà, il y a le nombre d'acteurs qui réalisent ces conseils est assez réduit. Donc, il y a ça qui se met en place. En plus de ça, étant donné que il y a très peu de conseillers aujourd'hui sur le terrain, la majorité ne se déplace pas parce qu'il y a un facteur de coût. Donc, en fait, ces conseillers ne connaissent pas au final l'exploitation, ne connaissent pas les problématiques de l'agriculteur. Et ces personnes-là, en fait, sont mis un petit peu au cœur de l'exploitation pour prendre des décisions et accompagner l'agriculteur alors qu'ils n'ont pas de connaissance des problématiques de cet agriculteur. Donc, la majorité des cas, ils ne se déplacent pas. C'est un conseil, donc c'est 2 conseils tous les 5 ans. Donc, c'est un conseil qui arrive très vite qui peut très vite être périmé et pas en adéquation avec les réalités, les attentes des agriculteurs. J'ai plusieurs exemples par rapport à ça. Tout d'abord, étant donné qu'on a 2 conseils tous les 5 ans, ce n'est pas forcément un conseil qui va être adapté en fonction des conditions climatiques et des problématiques de l'année. Donc l'agriculteur, en fait, il peut très vite être confronté à une problématique plus importante. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, je vais parler du Var parce que c'est l'endroit où je suis, on a une pression maladie qui était très, très importante. Si les personnes avaient seulement suivi la partie de ces fameux conseils stratégiques, la majorité, la pérennité et la durabilité de leur exploitation est mise en danger déjà. En plus de ça, étant donné que c'est un conseil qui est valable, il y a 2 conseils tous les 5 ans, les conseillers qui prodiguent ce conseil ne sont pas forcément les plus formés, les plus au courant. Nous, dans nos structures, on fait des veilles réglementaires et on est au courant en fait des évolutions au niveau des matières actives, notamment qui vont disparaître ou celles qui vont être évoluées. Et en fait, les conseillers qui font ces conseils-là ne sont pas forcément les plus informés. Par exemple, je suis tombée il y a 2 semaines sur un conseil stratégique qui a été réalisé. Dedans, donc pour la viticulture, donc il y a un produit qui a été arrêté l'année dernière et il y a un mélange qui n'est plus autorisé. Donc en fait, l'agriculteur qui a ce conseil-là potentiellement pour 5 ans
Donc en fait, lui, il se met dans un statut d'insécurité. Enfin, heureusement, cette personne-là nous a montré et on a pu réagir. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a une insécurité de la part, enfin, pour les agriculteurs. Il y a aussi une insécurité de notre part parce que du coup, on est obligé de jouer notre rôle. Enfin, on ne peut plus fournir de conseils comme nous le faisons avant, mais les agriculteurs attendent toujours ça de nous parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Donc en fait, nous, de notre côté, on se met aussi en danger parce que on ne doit plus faire cette prestation-là, mais les agriculteurs attendent toujours ça de nous parce que c'est nous qui sommes présents au quotidien sur le terrain. Claire, si tu permets, est-ce qu'on peut justement continuer? Là, on a dégrossi un petit peu le problème, on a vu les problématiques que tu exposais. On va descendre un petit peu, puisque tu as évoqué le problème des agriculteurs. On reviendra vers toi. Oui. Et donc, donner la parole, on descend au client final, si je peux dire. On a deux agriculteurs qui sont dans la table, mais je vais d'abord donner la parole à Michael Jacquemin, qui est, il vous l'a dit, il est agriculteur dans la Marne. Il fait plein de choses, tu vas le rappeler, plein de cultures. Et surtout, par rapport au dossier qui nous occupe, il est dans une ferme défi. Donc, je pense que c'est un client particulièrement bien placé pour dire un petit peu quel est son ressenti par rapport à l'application de ce dispositif. Qu'est-ce que ça a changé depuis que le dispositif séparation est en place? Ouais, déjà, moi, j'aurais souhaité qu'on parte d'un postulat, c'est que le paysan n'est pas forcément un demeuré. C'est que... Bon, jusque-là, on te suit. D'accord. C'est qu'il est formé, Oui. formation initiale, et puis ensuite, il se forme tout au long de la vie, et entre autres avec un certificat qui se renouvelle, et c'est normal qu'il se renouvelle parce que la réglementation évolue, les pratiques évoluent, il y a de nouvelles techniques. Donc, tous les 5 ans, à minimum, les agriculteurs se forment. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de corporations où on ait des formations tous les 5 ans. Donc ça, c'est déjà le postulat. Alors, en fait, oui, mon exploitation, elle est relativement diversifiée, grande culture, élevage, porcin, bovin. Je suis dans une zone où, évidemment, il y a des betteraves et on a de la chance. J'ai la possibilité aussi de produire des pommes de terre de consommation. Bon, toujours est-il qu'il y a une bonne dizaine d'années, on s'est rapproché de moi, à l'époque c'était ma coopérative, pour intégrer un groupe défi, Ecofito. J'ai refusé parce qu'on venait me voir pour présenter une parcelle et prouver que sur une parcelle, j'étais capable de baisser, alors à l'époque, je ne sais plus si c'était 30 ou peut-être 50. J'ai refusé parce que sur une parcelle, on est tous capables de le faire. C'est simple une parcelle, parce qu'on va trouver la parcelle la plus proche, la parcelle qui est historiquement plus propre en termes d'enherbement. Donc j'ai dit, venez me revoir le jour où défi, c'est l'exploitation. Parce que cela, pour le coup, moi l'idée, c'était pas de dire on va y arriver à tous les coups, c'est montrer que on va peut-être y arriver, mais ça va être très compliqué et on va se retrouver avec des grosses variations. Donc moi je suis venu avec mes chiffres, je sais pas s'ils vont apparaître. Donc j'ai intégré le dispositif le jour où c'était toute l'exploitation. Et c'est là où on s'aperçoit que gérer une exploitation avec un objectif aussi important. Michael, tu vois, il suffit de demander. On s'aperçoit que oui, on a réussi. Alors HVE, c'est pour caractériser le cahier des charges. Donc la haute valeur environnementale. Donc, moi j'ai rejoint le collectif en 2012. Donc mon historique d'exploitation était déjà mieux que le HVE. Donc dès 2012, en rejoignant ce collectif, on s'est donné des objectifs, on a un technicien qui était opérationnel sur le terrain, voilà, on a vraiment énormément travaillé. Et puis ensuite, on a réussi globalement à réduire avec des aléas. 2014, il a dû se passer quelque chose. Et c'est certainement un problème climatique où il a peut-être fallu intervenir un peu plus avec des fongicides, parce que le vert, c'est hors herbicide. Et le rouge, c'est les herbicides. Et on s'aperçoit que herbicide, il y a un moment, j'ai été un peu loin dans la technique. Je suis redescendu à un IFT. On reparlera de l'IFT tout à l'heure. Un IFT en 2017. Et puis il y a un moment, ça craque. Donc on a des herbes qui apparaissent, on a de la floraison, on a de leur réensemencement. Et puis ensuite, on est obligé de retaper un peu plus fort. Donc le temps de se régler, quoi. Donc j'ai une question à vous poser. Excusez-moi. Votre technicien, c'est un technicien d'où ? Le collectif que j'ai rejoint pour l'exploitation complète, c'est la Chambre d'agriculture. Mais initialement, c'était ma coopérative qui avait aussi lancé le dispositif. Moi, c'est pas la couleur du technicien, peu importe. Hein. C'est le collectif. Non, mais qui est ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'accompagner les agriculteurs dans ce type de démarche, puisqu'on a perdu l'accompagnement des fermes défi et des fermes 30 000 avec Ecofito. Là, aujourd'hui, c'était lancé par la distribution d'une façon générale. Bien sûr.
Et aujourd'hui, on est obligé d'abandonner tous ces projets-là. Donc, qui va accompagner les agriculteurs? Ouais. Ah bah, on est en sous-effectif. Je vous l'ai dit en introduction, je suis aussi élu chambre d'agriculture. C'est un vrai sujet. Le recrutement, alors, pour faire de l'accompagnement, alors individuel ou collectif, on trouve, mais faire des CSP, plus personne, enfin, ils en ont marre, nos techniciens. Ils doivent déjà faire les certificats. Les paysans en ont marre aussi. Bon, alors après, tout ça, c'est des chiffres. Ça, on est sur du est-ce que quantitatif. HVE, c'est valeur départementale ou c'est Ça, je crois que c'est départemental. D'accord. Voilà. Ou non, Ok. c'est même régional. C'est un régional? indice régional. Bon, régional. Bon, là, on est sur du quantitatif, mais je pense que c'est là où, en fait, quand on parle un peu du thermomètre et de l'indicateur, IFT, il n'est pas super performant dans le sens où on n'est pas dans le qualitatif. On n'est pas dans le qualitatif parce qu'on n'a pas du tout intégré la notion d'impact. Un IFT d'un produit d'hier n'a pas le même impact qu'un IFT d'un produit nouvelle génération, biodégradable, etc., etc. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'on travaille aussi sur l'indicateur. Important dans cette démarche, c'est individuellement, c'est très compliqué parce que c'est prendre quelque part un peu de risque et on n'est pas assuré pour ça. Hein. Faire des démarches de baisse d'IFT, on n'est pas assuré. Hein. On prend soi-même le risque. Et quand on est en collectif, bah, y en a un qui est un peu plus, culotté que les autres, il y va. Et quand on fait la réunion bilan en fin de campagne, bah, on se dit, bah, après tout, ça a marché, pourquoi pas chez moi? C'est-à-dire que chez moi, il n'y a pas, ou presque plus, par exemple, de régulateur de croissance. Alors, et j'assume, 2023, on a passé beaucoup d'heures dans la moissonneuse parce que les cultures étaient couchées. Bon, ben voilà, c'est aussi un souci. Donc, on a dégradé un petit peu la qualité de la récolte. Mais j'ai réduit un peu mon IFT. Donc, tout ça, c'est fragile, c'est compliqué. On est capable de le faire, mais il faut nous laisser un temps un peu plus long. Il faut accepter de travailler sur des moyennes longues. Parce que si moi, je suis jugé sur 2023, ben, je suis pas bon. Par contre, si on va accepter de prendre une moyenne un peu plus longue avec des périodes climatiques plus favorables, ben on va y arriver. Il y a une réaction là. Mais c'est quoi votre vision de la séparation conseil-vente? Parce que là, on est venu sur la partie très technique. Bien sûr. Toi, Mais tu c'est prends quoi? l'exemple du vétérinaire. Tu prends souvent l'exemple Alors du moi, je suis vétérinaire. éleveur. Donc mon vétérinaire, il me vend les produits vétos. Et on a baissé drastiquement les antibiotiques. Parce qu'en face, on a des moyens d'anticipation. Donc on est vachement plus sur la vaccination, l'anticipation. On travaille sur tout le spectre. Alors, au niveau agronomique, on a beaucoup de leviers. Au niveau animal, on a aussi des leviers. Donc, on utilise tous les leviers. Et notre vétérinaire, c'est plus qu'un vétérinaire, c'est un technicien. Il vient pas pour soigner. Il vient pour faire un plan prévisionnel, d'anticipation. Voilà. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Aucun. Mais c'est clair, aucun. Et il faut utiliser les bonnes ressources où elles sont. Il faut prendre conscience aussi qu'il y a une relation de confiance entre l'agriculteur et son technicien ou ses techniciens. Et cette relation de confiance, si elle est cassée par une règle, une norme qui dit bah non, ce technicien, il n'a plus le droit de vous faire de la technique, c'est complètement aberrant. Michael, merci. Je crois que ton intervention suscite des réactions. Il y avait une réaction déjà sur Certifito. Juste un point, Certifito. Ouais, alors par rapport au certificat, en fait, là où je voulais rebondir, c'est que nous, le groupe Perret et Racine en particulier, en fait, on est organisme de formation et on forme presque 2000 personnes par année. Bon, il y a une grosse partie que c'est du certifito. Et en fait, là, depuis quelques semaines, en fait, du fait de la réglementation, les drafts ne bloquent en fait toutes les émissions de certifito. C'est-à-dire que du coup, les agriculteurs qui ont passé la formation n'ont pas reçu derrière leur autorisation de certifito, donc de pouvoir commander et de récupérer des produits phytosanitaires. Et en fait, là, nous en vigne, en tout cas, la saison va recommencer. Et les agriculteurs, ils se retrouvent soit dans une impasse de pouvoir récupérer en fait ces produits pour pouvoir assurer donc la pérennité et la durabilité de leur exploitation, soit c'est nous qui nous mettons en danger en délivrant en fait les produits phytosanitaires alors qu'ils n'ont pas ce certificat-là. Merci. Alors, on voit qu'on a déjà bien commencé à voir la problématique à la fois pour les distributeurs, pour les agriculteurs. On a la chance d'avoir deux élus. Je vais d'abord donc demander au député Julien Dive du département de l'Aisne, quel beau département, à partir du moment où justement ils ont été au cœur pendant tout ce salon des problématiques, ils ont entendu à la fois d'autres élus, entendu les agriculteurs, connaître un petit peu leur réaction. Donc au niveau de monsieur le député, comment vous réagissez par rapport à cette problématique du Conseil, la séparation du Conseil? D'abord, vous disiez tout à l'heure que vous aviez l'impression que vous voyez l'horizon s'éclaircir sur le sujet. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas ce sentiment-là parce que les annonces, c'est bien, les actes, c'est mieux.
Et dans les annonces, on a déjà vu tout son contraire depuis une semaine, où sur d'autres sujets, on nous expliquait que les droits de douane allaient être restaurés, quand dans la même journée, ils étaient au contraire affirmés. Les promesses faites sur le texte restauration de la nature au Parlement européen, qui 3 jours après était voté quand même. Donc à un moment donné, les actes, c'est mieux. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui explique et qui montre que la séparation du Conseil de la vente ne sera pas, il n'y aura pas de retour dessus. Même s'il y a un travail parlementaire qui a été fait. Effectivement, il y a un rapport qui a été remis. D'ailleurs, c'était le ministre qui avait poussé la loi Egalim, parce qu'on oublie. Mais c'est dans la loi Egalim, la séparation du Conseil de la vente. C'était dans la loi Egalim, votée en 2018. Même si le ministre a fait un rapport, l'ancien ministre a fait un rapport qui explique qu'on ne peut plus être dans une situation de statu quo parce que la conclusion est mitigée, et vous êtes tous en train de montrer que sur le terrain, la conclusion est bien plus que mitigée, elle est même critiquable, j'ai le sentiment que si on ne pousse pas un peu, on n'arrivera pas à y revenir. Je le dis parce que ce sujet, c'est l'exemple même de 2 aspects. Déjà, c'est un sujet politique, parce que si ça avait obéi à une logique économique ou technique, on ne serait pas rentré dans l'application et même le vote de la séparation du Conseil de la vente, parce qu'on sait que, économiquement parlant, ça rajoute des charges à l'agriculteur, des charges de fonctionnement, des charges financières, donc ça n'obéit à aucune espèce de logique économique. Et technique, vous êtes tous en train de démontrer que c'est l'inverse. C'est juste une annonce politique, c'est pour ça que je réagis de ce point de vue-là, politique, qui a été poussée parce que ça avait été sorti à l'emporte-pièce. Alors j'espère que les propositions faites à l'emporte-pièce ne sont pas appliquées, parce que je ne voudrais pas voir entrer en vigueur les prix planchers. Au passage, donc c'est juste une annonce politique qui a été assumée dans la loi Egalim, mais on se rend bien compte qu'elle est à côté. Nous avons voté, que ce soit Laurent au Sénat et moi, contre. Nous avions déployé cet argument d'être contre la séparation du Conseil de la vente pour les raisons que vous venez de dire. Mais elle obéit toujours à un logiciel. Vous savez, nous, on le voit là sur le terrain, on le voit là sur le salon, les agriculteurs nous disent changez de logiciel, vous les politiques, parce qu'on est tous dans le même sac, il ne faut pas croire, changez de logiciel. Bon, après on a nos aspérités et on montre que c'est pas le cas, changez de logiciel. Mais ça, c'est le même logiciel. C'est le logiciel qui n'écoute pas la vie du quotidien de l'agriculteur. C'est la même logique qui est obéie juste à de l'administration. On parlait de certaines personnalités tout à l'heure en aparté. C'est exactement ça. Ce n'est pas le politique qui décide, c'est ceux qui sont à l'arrière, qui lui ont conseillé de revenir de mettre en place la séparation du conseil et de la vente, quelles que soient les conséquences, parce qu'il fallait engager les agriculteurs dans une réduction phytosanitaire. Bien. Tout à l'heure, le collègue disait, déjà partons d'un postulat, on n'est pas des demeurés. Ben, évidemment, l'agriculteur, il sait très bien ce qu'il fait dans son champ. Il sait très bien que ça lui coûte de l'argent d'utiliser des produits phytosanitaires. Il le sait. Et la logique de réduire l'usage de produits phytosanitaires, il est aussi engagé dans cette démarche. Mais faisons d'abord un accompagnement vers la réduction. Donnons les moyens. Il y a plein d'outils qui sont en train de se développer. J'étais tout à l'heure à une table ronde sur la place de l'intelligence artificielle en agriculture. L'intelligence artificielle comme outil d'aide à la décision qui permet d'anticiper, d'avoir des perspectives sur la conséquence du stress hydrique, sur la conséquence des maladies, sur même les problématiques ou les perspectives de rendement. Le machinisme. Et donc, le machinisme, bien sûr, et donc de réduction des intrants. Grâce à un travail formidable qui est mené par Arvalis sur la pomme de terre, par exemple, on a réduit de 25% l'usage des intrants. Ça n'a rien à voir avec la séparation du conseil de la vente. C'est simplement faire confiance à l'innovation, faire confiance à la technique et donner les moyens. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer par ce genre d'artifice pour réussir à réduire et obtenir ces objectifs. Très bien, je pense que votre position est claire. Je précise que vous êtes les Républicains, n'est-ce pas ? Et que le sénateur interviendra tout à l'heure. Donc, le constat est unanime, mais on a eu la position du négoce. Donc, je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, on constate que la coopération et le négoce se sont unis pour exprimer une position, et vous allez la présenter. Donc, se sont concertés pour faire des propositions communes. Et donc, c'est intéressant de voir quelles sont ces positions. Donc, pour la coopération, nous avons la chance d'avoir Antoine Accard, qui est président de la coopérative Cérésia et président de la coopération agricole des métiers du grain. Donc, en gros, Monsieur le Président, de quoi est née cette concertation avec le négoce? Ça s'est fait tout de suite après l'application de la loi ou tout de suite après cette prise de position que le député a qualifiée de politique?
Alors, je voudrais déjà remercier Antoine pour son invitation à cette table et vous dire que, en fait, sur le long cours, nous travaillons de façon remarquable avec la FNA parce que nous défendons un terrain de jeu commun, le terrain de jeu où nous avons le droit de nous faire concurrence les uns avec les autres, mais réglementairement, nous avons les mêmes intérêts et nous travaillons sur les sujets réglementaires main dans la main cela au long cours. Je voudrais faire un petit préalable avant d'aborder le sujet de la séparation vente-conseil. Les organismes Parlez bien dans le micro. qui vont conduire la transition environnementale et qui vont vulgariser les transitions environnementales sur le terrain, ce sont les distributeurs, ce sont les négoces, ce sont les coopératives. Nous sommes des pacificateurs de terrain, nous, les distributeurs à l'agriculture. Nous sommes là pour traiter les résistances au changement et pour accompagner nos adhérents et les soulager du fardeau réglementaire que nous amènent les différents sujets de transition environnementale. Donc, ces sujets de transition environnementale, ils sont autres. Ensuite, plus spécifiquement sur le sujet de la séparation vente-conseil, je crois qu'à un moment, il faut se dire la vérité. Cette loi, elle est inapplicable. Nous ne l'appliquons pas. Nous ne sommes pas en capacité de l'appliquer et donc nous sommes dans un risque juridique fort. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, la séparation vente-conseil nous interdit de réaliser la certification HVE. Nous interdit de réaliser la certification HVE, donc c'est-à-dire un accompagnement environnemental. Bon, il se trouve que la quasi-totalité des coopératives et probablement des négoces le font. Elle est incohérente. Elle est incohérente, pourquoi ? Parce qu'on a des obligations, alors je ne voudrais pas être trop technique, mais sur un dispositif qui s'appelle CEPP, pour lequel nous avons des obligations qu'on pourrait presque assimiler à des obligations de résultat, et nous n'avons pas le droit de faire la promotion de ces fiches CEPP, ou en tout cas de la plupart de ces fiches CEPP. Et puis elle est incompréhensible. Interroger les agriculteurs, parce que évidemment, nous, notre premier souci, c'est évidemment nos agriculteurs et nos adhérents. S'ils avaient voulu la séparation vente-conseil, on s'y serait adapté. Jusqu'à priori, les conseils d'administration des COP sont composés d'agriculteurs. Elle est incompréhensible parce que, encore une fois, je ne voudrais pas être trop technique, mais on vend un produit pour lequel on a un agrément et on a des obligations qui s'appellent les obligations du vendeur. Réglementairement, les obligations du vendeur, et en même temps, on a une interdiction de conseils, de préconisations sur ces produits qu'on vend. Personne ne sait exactement où est la limite entre ces deux obligations. Alors je crois qu'on est arrivé à un moment où quasiment tout le monde a fait le constat que cette loi elle est à la fois inapplicable, incohérente et incompréhensible. Je crois que maintenant, il faut faire le boulot et puis abroger cette loi. Alors, justement, si le constat, c'est l'incohérence, c'est un petit peu le résumé de vos propos à tous, comment on remédie à ça, à part la conclusion que vous venez de faire, c'est-à-dire stopper ce conseil entre vente et la suppression conseil-vente. On a donc la coopération vient de préciser ses positions. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, Antoine, comment développer les propositions que vous avez faites en commun ? Est-ce que c'est la fin du saucissonnage ? Je reviendrai après, monsieur le sénateur, pour que justement, monsieur le sénateur, puisse réagir par rapport à ces propositions. L'approche holistique dont vous parlez, est-ce que tu peux la préciser ? Mais ce qui est clair, c'est que, encore une fois, le métier du distributeur, c'est d'avoir une approche globale de l'exploitation, puisqu'on est en lien direct avec l'industriel qui fabrique les produits. Ce que l'on mange, c'est issu d'un produit agricole. Et qu'on a d'abord besoin de cohérence entre les moyens de production et les acteurs. On a entendu tout à l'heure, il manque des acteurs pour qu'on puisse développer. Donc la première chose que l'on demande, comme l'a dit Antoine, c'est d'abroger cette loi qui ne fonctionne pas. Et ça fait juste 8 ans qu'on le dit, c'est pas la bonne réponse. Et en plus, on se pose pas la bonne question. Donc, redémarrons au départ. On partage les objectifs de transition agroécologique. On partage les objectifs de baisser les risques et les impacts en matière de produits phyto notamment, mais les phytos sont une des réponses à l'ensemble
des solutions, c'est pas la seule. La seule chose, c'est qu'on a besoin de pouvoir assurer un conseil sur l'ensemble de la production et pas qu'on nous dise vous avez le droit à ça, à ça, à ça, mais sur la partie phyto, vous n'avez pas le droit. On demande vraiment d'avoir un catalogue des possibles plutôt qu'une liste d'interdictions. Donc, il n'y a pas une position de blocage, on le comprend bien. Il y a un refus, effectivement, du dispositif tel qu'il existe, enfin, tel qu'il essaie de se mettre en place. Mais ensuite, il y a l'utilisation, la valorisation de tous les outils qui se mettent en place. Alors, on a toujours été dans l'échange et dans la proposition. Depuis le début, on est effectivement, comme l'a dit Antoine, acteur, moteur, force de proposition. La seule chose, c'est que quand aujourd'hui on se heurte à un mur, on fait des propositions et de toute manière, la seule réponse qu'on a, c'est comme ça que ça va se passer. Comme l'a dit le député d'Yves, est-ce que c'est les politiques ou est-ce que c'est l'étage en dessous qui bloque? Je pense qu'on se pose de moins en moins de questions puisqu'on imagine beaucoup plus la réponse aujourd'hui. Donc on a vraiment une nécessité de revenir sur du pragmatisme et de laisser la possibilité aux acteurs de faire leur boulot. Et nous, notre boulot, c'est que l'agriculture soit compétitive et qu'on aille dans la transition agroécologique. on l'a bien compris. Donc, on a eu la Et position... moi, je voudrais rajouter une chose, Oui. c'est qu'on travaille depuis 2 ans en complète insécurité. C'est-à-dire qu'on est à côté de la loi et à tout moment, on peut nous décrocher le panneau et nos On le entreprises. reverra tout à l'heure. Donc ça, c'est catastrophique. Très bien, merci. Monsieur le sénateur, on a eu la position du député. Monsieur le sénateur Laurent Duplon, vous êtes connu particulièrement pour votre travail sur la souveraineté alimentaire, mais le sujet qu'on évoque, c'est aussi, ça influe également sur la souveraineté alimentaire de notre pays. Donc, comment vous réagissez par rapport à ces différentes prises de position qui sont exprimées tout autour de la table? Alors, d'abord, premièrement, je suis un peu étonné. Et je vais m'expliquer. Je pense que pour bien comprendre la situation actuelle, il faut toujours faire un peu d'histoire. Julien l'a dit tout à l'heure, nous avons quoi dans l'évolution de cette pratique? On a une loi Egalim 1 qui avait comme objectif d'améliorer le revenu des agriculteurs. Une loi Egalim 1 qui risque d'ailleurs peut-être d'être une copie, ou du moins la loi Egalim 4 risque d'être une copie de la loi Egalim 1, parce que je pense que le gouvernement actuel ne fera peut-être pas de projet de loi d'orientation agricole et se contentera de vendre une loi Egalim 4 avec toujours 2 titres. La réalité d'Egalim 1 avec ces 2 titres, c'était quoi? C'était d'un côté, et en fait, finalement, c'était un peu le début du en même temps, c'était d'un côté un titre 1 qui devait améliorer le revenu des agriculteurs par l'amélioration des relations commerciales, et un titre 2 qui ne s'est chargé finalement que d'être l'exutoire des discussions de comptoir de l'Assemblée nationale et de la majorité de l'époque, qui n'a fait que des articles qui sont venus alourdir les charges et donc diminuer le revenu des agriculteurs. Donc en même temps qui est schizophrénique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on a tendance à le faire un peu trop vite, c'est que derrière cette loi, ça n'était pas que la séparation du conseil et de la vente. C'était aussi par principe de stigmatisation, de harcèlement des agriculteurs, de leur interdire la négociation par les 3 R, c'est-à-dire l'interdiction des remises, rabais et ristournes. Quelle profession en France a-t-on à laquelle on interdit de pouvoir négocier les marchandises avec lesquelles elle travaille? Quand on parle de souveraineté et de compétitivité, on ne peut pas commencer de dire on veut lutter contre la concurrence des pays voisins qui peuvent avoir les mêmes normes ou pas, parce qu'on a surtransposé en France, avec les Espagnols et les Allemands, en commençant de dire aux Français, vous allez déjà courir avec un boulet plus gros, puisqu'on vous interdit de pouvoir faire des remises, des rabais et des ristournes sur les produits que vous achetez. Ça, c'est le premier point. Comme l'a dit Julien Dive, je m'y suis opposé. Je n'ai eu de cesse de le dénoncer. Durant ces 6 années, j'ai fait le rapport sur la souveraineté qui a démontré que la ferme France était en déclin. Et aujourd'hui, vous avez qu'à faire le tour du salon. Il n'y a pas une seule filière qui ne vous explique pas ça. On fait ça sur le poulet demain matin. Mais non, là où je suis étonné, c'est que vous faites des propositions alors que le Sénat a voté. Le Sénat a voté une proposition de loi que j'ai déposée en mai de l'année dernière avec 26 articles qui ont été adoptés dans leur totalité, dont un abroge
la séparation du conseil et de la vente et abroge la remise rabais et ristourne, l'interdiction des remises rabais et ristourne. La seule chose que vous avez à demander, c'est qu'ils prennent ce texte, qu'ils le proposent à l'Assemblée, et Julien le défendra, et il le fera sûrement voter même. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, qui peut dire qu'on peut continuer d'alourdir le poids de l'administratif, de la réglementation, de la surtransposition, des normes sur l'agriculture française? Plus personne ne peut le dire. Donc à un moment donné, il faut saisir cette balle au bond et aller jusqu'au bout. Et dans cette proposition de loi, d'ailleurs, il y a un article qui ouvre la possibilité à l'utilisation des drones non pilotés, non avec une personne embarquée, pilotés obligatoirement, mais non pilotés par une personne embarquée, qui permettra, à mon avis, si on ne sort du dogme environnementaliste et de l'écologie punitive, de traiter le problème de la diminution du volume. C'est ce que font déjà beaucoup de pays et qu'on se refuse dogmatiquement parce qu'on prend un drone pour un Airbus qui va pulvériser des milliers de litres de pesticides sur les parcelles, alors que c'est tout l'inverse. Avec l'évolution du drone, on pourra travailler chirurgicalement, on pourra diminuer les volumes, être plus près du sol, plus près de la culture, avoir une possibilité de faire quelque chose qui peut permettre d'évoluer. Je pense que la réalité de tout ça, et pour en finir, c'est qu'il faut sortir du en même temps. Parce que ce en même temps en agriculture ne se conjugue pas. Et que les agriculteurs ne comprennent pas les injonctions contradictoires. Mais il faut se donner aussi les moyens d'être innovants et de progresser de façon à arrêter les incantations qui consistent à faire monter que les extrêmes et qui consistent que cette minorité qui terrorise la majorité, eh bien, arrête de pouvoir être sur toutes les télés. Merci, ça a le mérite d'être clair. Bon, voilà. Alors, deux propositions, effectivement, que vous avez mis sur la table. La proposition de loi, qui pourrait être mise en application. Et puis, l'aspect technologie, on y reviendra tout à l'heure. Le côté innovation, on y reviendra sur le terrain. Donc, ça a été évoqué, notamment sur la nouvelle technologie. On va donner la parole à un autre agriculteur. Donc, vous êtes, responsable, un agriculteur qui fait du blé dur, et vous êtes responsable de la filière, je crois. Donc, c'est Frédéric Gon. Comment vous réagissez par rapport à notamment ces propos sur l'innovation? Est-ce que c'est là la sortie? Alors moi, j'ai d'abord un petit préalable, et ça, Oui. c'est l'agriculteur qui va parler. On veut flinguer, dans ce pays et en Europe, le soldat phyto. C'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est notre empreinte sur l'environnement. Et ça, vis-à-vis de ça, on a une vraie responsabilité. Et on a un devoir. Après, c'est plutôt l'aspect filière, et je vais revenir sur cet aspect vente-conseil. Il me semble que, quand on parle de filière, on parle de ce qui se passe dans notre assiette, et puis on remonte les échelons. Derrière cette assiette, il y a un boucher, on aurait pu manger des pâtes et évoquer le sujet des pâtes. Il y a derrière un pastier quand on parle de pâtes, un semoulier, etc., etc., un organisme stockeur, entre les deux, un agriculteur et derrière des chercheurs. Tous ces gens-là sont intimement liés, pas que par le contrat économique, mais ils sont liés par la technique, et ils sont liés par ce devoir d'améliorer demain notre qualité d'assiette, de la maintenir, parce qu'elle est déjà excellente, et ici c'est excellent, de maintenir cette qualité, derrière de travailler sur toute la partie environnement, et ça c'est un vrai sujet, et il faut que ces maillons travaillent les uns à côté des autres. Et quand on est responsable d'un OS, par exemple, et que l'on a derrière des industriels qui vous disent « mais moi, cette qualité-là, j'en ai besoin pour qu'elle se transforme dans nos assiettes sur un truc qui est irréprochable en termes de qualité gustative, de qualité sanitaire, mais aussi de quantitatif, parce qu'on travaille le prix derrière tout ça, et qu'il n'est pas capable de dire à son agriculteur bah, « écoute, tu te démerdes, tu fais comme tu veux », c'est de sa responsabilité à lui qu'incombe le fait qu'au bout du compte, il puisse livrer quelque chose qui soit et qui réponde à tous ces critères-là. Donc le fait que derrière, on ne puisse pas conseiller et utiliser l'ensemble des outils, et là je l'inscris bien dans une démarche de progrès, bien sûr, avec des outils demain qui seront de plus en plus complexes à manier, les solutions combinatoires, toute la partie mécanisation, on a évoqué les drones tout à l'heure. Il va falloir un vrai accompagnement vis-à-vis de l'agriculteur, parce que derrière, nos agriculteurs, ils ont la tête bien faite et bien pleine, mais il y a un moment, on est tous des humains, et il y a des choses ils sont plus complexes que d'autres à aborder, à appréhender. Voilà. C'est la fameuse approche holistique dont parlait Antoine tout à l'heure. Exactement. Une autre réaction d'un autre agriculteur, Guillaume Lefort, qui est bien connu chez nous, puisqu'il
Il était président d'Agridoma, il est toujours ambassadeur. Et il est agriculteur, enfin, il est céréalier. Et il va nous dire aussi les autres cultures qu'il fait. Mais en tout cas, tu es directement concerné par la séparation du conseil et de la vente. Oui, bonjour à tous. Donc en plus des céréales, je fais également des betteraves, des plantes aromatiques, un peu d'énergie avec des panneaux solaires et d'énergie éolienne. Petite activité miel sur la ferme avec un bon apiculteur. Et 5% de ma ferme est engagée en mesure de préservation de la biodiversité et zone de nidification. Moi, j'ai presque plus rien à dire. Le sénateur a quand même plutôt bien résumé la situation. À un moment donné, on est dans des situations ubuesques. On nous demande d'être de plus en plus technique, d'avoir des réglementations qui doivent être suivies, de la traçabilité, des cahiers des charges. Moi, toute ma production est sous cahier des charges. Je suis sur un système où il n'y a pas forcément des grosses quantités à produire, donc j'essaie d'aller chercher de la valeur ajoutée à travers des productions de qualité. Je fais du blé de force, je fais de l'orge brassicole, j'essaie d'avoir des betteraves, des plantes aromatiques tracées. Moi, quand mes plantes aromatiques finissent dans les petits plats pour bébés et tout ça, vous imaginez le niveau le niveau de sécurité qu'on doit avoir pour des plats pour bébés et tout ça. Et donc on a besoin d'avoir un accompagnement. Et quand on veut en plus engager des transitions, moi je vais peut-être rajouter une autre thématique en plus qui a été que légèrement évoquée. En fait, c'est aussi la confiance. C'est qu'on peut pas avoir des interlocuteurs qui viennent sur nos fermes juste comme ça, qui tournent. On a besoin d'avoir des gens à qui on a confiance, qui connaissent notre territoire, qui connaissent nos parcellaires. On a beau être dans une zone, qui connaissent l'historique. Et donc, si on n'a pas cette confiance, si on n'a pas cette prise en compte du cahier des charges final, des interactions, et parfois on a des cahiers des charges qui vont plus loin que la réglementation sur des délais avant récolte et sur tout ça, on doit pouvoir suivre nos produits de manière à avoir vraiment moi j'ai un objectif de résultat, pas de moyens sur ma ferme. Si je veux que mes plantes aromatiques soient rentrées à l'usine, si je veux que tout soit utilisé à sa juste valeur et qu'on n'ait pas de gâchis, voilà, on est à côté des chefs. Je pense qu'on se bat aussi contre le gâchis alimentaire. Si on veut pas avoir des pertes de production, on se doit d'avoir une meilleure efficacité, d'avoir du lien. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on peut pas avoir des interlocuteurs qui sont en situation d'insécurité. C'est pas possible. Et pour avoir ces transitions, moi je vous le redis, l'agriculteur a besoin d'être en confiance et il n'a pas besoin d'avoir juste des points d'atterrissage avec des sujets, Julien a dit, de posture. Moi j'irais même plus loin, j'irais dire idéologiques. Hein. Enfin, le 50%, il est sorti comme ça. C'est insupportable de se dire on va se couper en deux. On le voit sur d'autres sujets, hein, même pour sortir des produits phyto. Moi, je suis irriguant sur ma ferme. On me demande de baisser mes quantités d'eau, tout ça. C'est pas dur. Hein. Les 2 dernières années, j'ai eu un facteur 3. En 2022, c'est ma plus grosse année d'irrigation. L'année dernière, il a plu. Coup de peau, j'ai divisé par 3 ma consommation. J'ai pas forcément changé grand-chose, sauf qu'il a plu cette année-là, donc j'ai eu de la chance. Avec la protection des plantes, on est dans la même situation. Il faut quand même comprendre qu'on travaille avec du vivant, et quand on travaille avec du vivant, on doit subir les aléas, on doit pouvoir corriger le tir, et certaines années on y arrivera, certaines années on n'y arrivera pas, et de rester juste dans l'idéologie de dire, ça a été dit tout à l'heure, le soldat phyto, de le tuer, c'est pas possible. Et en plus, on nous interdit l'accès à avoir des plantes plus résistantes avec des nouvelles technologies qui permettraient de pouvoir avancer aussi. La recherche permet de faire des efforts. Pareil, moi je faisais du persil. Le persil, on faisait un fongicide tous les 3 semaines ou tous les 20 mm. Maintenant, je fais plus qu'un fongicide sur l'année parce qu'on a réussi à avoir de la sélection qui permet d'améliorer le système. Donc les transitions, c'est pas un gros mot pour l'agriculteur. Je pense que c'est pas un gros mot pour personne autour de la table. Par contre, on est sur un temps long. Parce que moi, je fais qu'une récolte par an. Donc, à chaque fois qu'on fait un test, à chaque fois qu'on essaye, qu'on avance, on met du temps à avoir le résultat. Donc, il faut aussi accepter que ce temps agricole, c'est pas le temps politique, c'est encore moins le temps médiatique. Et donc, on ne peut pas surfer là-dessus. Les transitions, c'est pas un gros mot en agriculture. On retiendra ça. Monsieur le sénateur, vous vouliez réagir? Oui, je veux réagir sur 2 choses. Le soldat phyto et la problématique des transitions. Oui. Je vais vous donner un exemple qui démontre dans quelle dinguerie nous sommes tombés. On tue le soldat phyto. Il y a une filière qui l'a tué totalement, qui n'utilise plus de phyto. C'est la filière tomate en serre, qui utilise des bourdons, qui utilise des hôtes qui tuent les différents insectes qui viennent ravager la tomate. Est-ce que pour autant on a laissé tranquille la filière tomate? Non. On a même fait tout l'inverse. On les a versés au contrat de libre-échange avec le Maroc, sans jamais que l'État protège ce qu'elle avait demandé de faire de la filière tomate française.
Ce qui fait que petit à petit, au départ, le contrat avec le Maroc, c'était de faire de la tomate ronde. Les Marocains ont fait de la tomate ronde et après de la tomate grappe. Les Français, ne pouvant plus faire de la tomate grappe, ont fait de la tomate cerise. Les Marocains ont fait de la tomate ronde, de la tomate grappe et de la tomate cerise. Et aujourd'hui, ont tué la filière tomate. Rien que cette année, nous avons augmenté notre dépendance aux tomates marocaines en France. Nous sommes passés de 370 000 tonnes à 420 000 tonnes. Les Français ont dépensé 163 millions d'euros pour acheter des tomates marocaines. Est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on arrête cette décroissance débile qui consiste finalement à faire qu'on rentre dans un pays qui ne sera plus capable de ne rien faire? Il faut qu'on arrête. Et donc il faut reprendre ces éléments et que tous ensemble, eh bien, on résiste à cette volonté de vouloir sans cesse nous imposer un système qui remplace la liberté, l'égalité et la fraternité par la peur, la culpabilité et l'interdit. Je crois que c'est clair. Alors, on a évoqué quand même, merci Monsieur le Sénat, on a évoqué des problèmes, les solutions techniques. On peut peut-être quand même reprendre avec Claire l'aide de la technique et les outils de modélisation et puis que tu puisses réagir aussi sur les drones. Est-ce que c'est vraiment, il y a de l'espoir là? Alors, moi sur les drones, je suis un peu plus mitigée, mais après en viticulture, c'est quand même assez particulier parce que la qualité de pulvérisation doit vraiment être irréprochable, surtout si on essaye d'intégrer de plus en plus des produits de biocontrôle et des produits de contact également. Je veux dire, à partir du moment où on baisse l'efficacité des produits que l'on intègre, il faut s'assurer de la qualité de la pulvérisation pour être sûr que la plante puisse correctement se défendre et être correctement protégée. Et déjà que si on baisse la qualité des produits, on ne peut pas en plus de ça baisser la qualité de l'application. Donc après, les drones, c'est des choses, je pense qu'on peut arriver là-dessus, ça va dépendre des cultures, etc. Après, par rapport à l'innovation, moi je suis assez persuadée que grâce à l'innovation, on peut arriver à réduire en tout cas l'utilisation des produits de protection des plantes. C'est déjà des choses qui se font. Le négoce, la coopérative, enfin voilà, tout le monde a pris un peu le pas par rapport à ça. Nous, je vois par exemple à Racine, pour donner l'exemple, on modélise sur l'ensemble du département avec via des stations connectées, via des outils de modélisation. On fait, bon, là je parle du phyto, mais ça va être le cas pour le pilotage d'irrigation également. Ben voilà, tous les techniciens sont formés pour pouvoir réduire l'utilisation des produits phytosanitaires parce que nous, ça nous amuse pas plus par rapport à... ça nous amuse pas de vendre ce genre de solution. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner dans la durabilité, la pérennité de l'exploitation. Donc, on va énormément là-dessus. C'est des choses qui se développent. Et en plus de ça, moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est vraiment la technicité des gars qui sont sur le terrain. Enfin, je pense que le gros point fort que ce soit des coopérateurs ou alors dans le négoce, c'est l'accès aux formations. Et j'ai essayé de quantifier, nous, au sein de Racine, à peu près le nombre d'heures que passe un technicien en formation. Bon, je sais qu'on dépasse énormément les quotas, mais c'est quand même très considérable. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer. Enfin, nous, nos métiers, c'est d'améliorer la technicité des personnes qui sont sur le terrain et que pour que l'information puisse arriver le plus rapidement possible auprès des agriculteurs. Merci. Guillaume avait une réaction. Oui, peut-être pour rebondir, parce que moi je suis quand même plutôt passionné d'innovation sur ma ferme. Et cette année, justement, on va pouvoir tester pour la première fois de la télédétection en drone. Donc on n'a pas le droit d'intervenir. Mais aujourd'hui, on va faire intervenir le drone sur betteraves et sur plantes aromatiques pour cartographier des zones de chardon dans les champs de betteraves. Mon pulvérisateur est déjà prêt à charger une clé USB. Je saurai combien de produits je dois mettre, quelles sont les zones automatiquement à traiter, et du coup on va permettre d'avoir des gaps quand même très importants de baisse de phyto là-dessus. Et en plante aromatique, on va réussir à faire la télédétection, par exemple du senson dans l'estragon, mais on va même aller plus loin, on va aussi télédétecter s'il y a des corps étrangers de manière à rationaliser au mieux la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre aujourd'hui, on intervient de la main-d'œuvre en plante aromatique, on en a de moins en moins, c'est un métier qui est pénible, qui n'est pas épanouissant, qui coûte cher, et donc du coup, l'idée c'est de se dire on préparera des cartes
et les sarcleurs qui vont intervenir dans les parcelles auront leur smartphone et sauront directement dans lesquelles zones ils doivent intervenir de manière à aller ramasser s'il y a une bouteille d'eau qui est restée ou des choses comme ça. Et donc on va réussir à avoir des algorithmes qui sont de plus en plus efficaces et l'application sera encore plus efficace. Depuis l'année dernière, on teste au niveau de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France le robot suisse qui est en ultra localisé. Moi, sur mon pulvérisateur, par exemple, j'ai un pulvérisateur qui fait 36 mètres, j'ai 72 buses. Là, ce pulvérisateur-là, il fait 6 mètres et il a 180 buses. Il était capable de traiter 6 cm², donc en ultra précis, avec une télédétection. Ça permet d'avoir des gains de baisse d'intervention en produits phyto super importantes. Donc aujourd'hui, les technologies vont nous accompagner dans les transitions. On va avoir besoin de vulgarisation, on va avoir besoin de pouvoir avoir des coûts qui baissent quand on aura de plus en plus de matériel qui auront des charges écrasées, mais on a quand même des vraies solutions d'avenir pour avoir de la télédétection, de la mise en place et de l'intervention localisée et plus spécifique. Et tu vois ça, Guillaume, aujourd'hui on n'a même plus le droit de le conseiller, ça, parce qu'on est en combinatoire avec du phyto. C'est là où c'est grave. C'est qu'aujourd'hui, avec le rendu du Conseil d'État du mois de juillet 2023 concernant l'ASCARA sur les cahiers des charges, aujourd'hui, le combinatoire avec du phytosanitaire, on n'a plus le droit de conseiller. Comment on fait ? Bien, on va s'orienter vers la conclusion, sauf s'il y a une prise de parole qui est demandée. Antoine, je pense qu'il y a des propositions. Bon, il y a une position assez commune par rapport à la séparation de la vente et du conseil, mais il y a aussi des perspectives, des ouvertures qui ont été faites au cours de cette table. Donc, tu as la conclusion. Je vais dire une phrase, à mon avis, personne n'a entendu sur le salon, c'est qu'on marche sur la tête. Je ne veux pas prendre le copyright, mais et ce que l'on a rajouté, c'est que pour éviter de marcher sur la tête, il faut garder les pieds sur terre. Et aujourd'hui, on les a pas. Nous, on cherche à les avoir, mais d'une manière juridique, d'une manière de la loi, on nous empêche d'avoir les pieds sur terre. Ce qui est clair, c'est que l'objectif, c'est d'avoir une production qui soit saine, qui soit sûre, qui soit durable. Saine pour la santé, sûre, je retiens la notion de confiance. Confiance du consommateur envers ce qu'il mange, mais confiance aussi envers les acteurs. Et qu'il ne suffit pas d'être derrière les agriculteurs, il faut être aussi derrière les agricultures et les modes de production. Et les professionnels que nous sommes, et j'inclus bien sûr toute la filière, les agriculteurs, la recherche, les semenciers, les distributeurs, on est tous totalement engagés pour répondre à la demande de produire mieux, de produire avec cette ambition de protéger la nature et de protéger l'environnement. Je rappelle que c'est quand même notre outil de travail, donc il serait quand même assez inconscient de ne pas en prendre soin. Et puis qu'on a effectivement besoin de tous les intervenants, et il ne s'agit pas de nous empêcher de faire notre travail. On est là pour accompagner les agriculteurs, que ce soit les coopératives, que ce soit les négoces, c'est l'ensemble de la distribution, et qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avancer avec le dernier objectif, c'est un objectif de compétitivité de nos entreprises et d'une manière générale, compétitivité de la ferme France. Merci beaucoup. C'était une table très intéressante. Pour conclure, je pense que vous avez aussi remarqué la qualité de la nourriture. Donc, je voudrais saluer Olivier Chaput, que tu viennes. Olivier, qui est donc un chef, bien sûr, mais en plus, il est président d'une association qui s'appelle Les Enfants Cuisine, et il va vous dire ce qu'il fait. Donc, bonjour à tous. J'ai entendu tous les débats, très intéressants. Même quand on est en bout de chaîne, je trouve que vous avez tous quelque chose de très intéressant, et c'est pour ça qu'on se bat tous aussi pour des valeurs pour les jeunes. Donc moi, effectivement, comme a dit Gilles, j'ai créé une association il y a 12 ans maintenant qui s'appelle Les Enfants Cuisine, qui a pour but de mettre l'éducation alimentaire dans les écoles. Donc maintenant, tout le monde en parle. Il y a 12 ans, on n'en parlait pas. Donc c'est vrai qu'on est de terrain, on est à peu près 150 chefs dans toute la France, épaulés par d'autres associations, donc Eurotoc essentiellement. Au sein d'Eurotoc, je m'occupe de la commission des enfants au restaurant. Donc j'essaye aussi de faire changer mes collègues sur tout ce qui est nutrition, alimentation dans les restaurants et tout ça. Essayer de pas toujours proposer en tous les cas le nuggets frites et un petit peu passer à autre chose. Et ce qui était important de souligner aujourd'hui, c'est que j'ai été accompagné par un élève d'Albert Demain, et je pense que vous pouvez l'applaudir, il s'appelle Antoine.
C'est une très très belle école. Et comme on a fait un travail d'équipe ce matin, au départ, on était parti sur un œuf poché, et puis il m'a dit, tiens chef, si on faisait un œuf parfait. Donc on a changé, et c'est aussi ça les futures générations, c'est que les futures générations, il faut savoir les écouter, ils nous bousculent, ils changent les codes, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je faisais un œuf parfait, figure-toi. Donc tu vois, j'ai essayé de faire bien. Et on peut aussi applaudir les arts de la table, parce que c'est très important, on peut applaudir aussi Clarisse qui était là. Merci à tous, j'espère que vous avez bien mangé.